Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de Romandie, parce que je rappelle qu'hier c'était un prologue. Donc, qui dit prologue dit que le deuxième jour de course est l'étape numéro 1. Le prologue, c'est un avant-goût, on va dire, presque d'une course par étape. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette journée, les coureurs top, les flops, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, où on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short, TikTok, juste après l'arrivée de la course. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Ça permet de soutenir la chaîne, de mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, et bien plus la vidéo est mise en avant. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, tout simplement, eh bien, vous pouvez faire également un super thanks si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étape du Tour de Romandie, une étape donc qui était de 2600 mètres, mais je vous avais dit hier, moi je pensais plutôt à un coureur comme Thibaut Nice. Je me disais, ça va peut-être être compliqué quand même de faire la différence dans les montées parce que, eh bien, Arc-en-Ciel, c'était quand même assez plat. C'était pas très compliqué comme montée et l'autre était assez loin de l'arrivée au final. Alors que le chat va bientôt s'approcher de la litière, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Pourtant, je fais la vidéo, il est 19h, je fais la vidéo plus tard, et elle a décidé de se mettre dans la litière. Donc une étape qui a été rapide, parce qu'on avait du vent de dos, vent de sud-ouest sur cette journée, donc à majorité du vent de dos, 3/4 d'eau, on a eu quelques portions vent de côté sur cette journée, pardon, et ça a été rapide, 43 km/h, malgré le fait qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça. J'avais pas l'impression que le peloton était hyper nerveux, donc c'est vraiment grâce à ce vent de dos qu'on a eu cette moyenne à 43, parce que ça roulait sur 2600 mètres, 43 km/h de moyenne, un peu plus même. C'est pas mal, et avec le froid, parce qu'il faut quand même se dire qu'il a fait très froid sur cette étape, on n'a pas dû dépasser les 5-6 degrés, je vais vérifier tout ça, il faisait 6 degrés selon Pro Cycling Stats, et je pense qu'il y a des endroits où il faisait même un petit peu plus froid, donc ça a été une journée compliquée pour les organismes, encore une fois, parce que c'est vrai que depuis une semaine, les journées sont difficiles. La semaine dernière, c'était à Flèche-Wallonne. Quasiment une semaine jour pour jour, il y a eu cette vague de froid qui est apparue en Europe et qui fait que ça n'a pas été facile à gérer. Au niveau du scénario de la course, eh bien, on a eu une échappée qui a pris pas mal d'avance. Une échappée, on avait Patrick Gamper, on avait Yori Holman dans cette échappée. Fausto Masnada, coéquipier de Julien Alaphilippe, Raoul Garcia Pierna, Rune Erogot, Joël Roscoff de la Q36.5 qui sera le premier coureur à être rattrapé par le peloton. On était dans les 10 derniers kilomètres quand on a récupéré l'échappée. Donc voilà, on a laissé une belle petite marge. Et puis, bon, ensuite, on a eu quelques attaques, notamment Julien Alaphilippe. Ça n'a jamais véritablement marché, encore une fois, parce que cette côte finale n'était pas assez pentue. Ce qui fait qu'à la fin, on a eu un sprint. Et je ne sais pas comment vous résumer le sprint. C'est-à-dire que c'est un sprint certes qui est décousu parce qu'il n'y a pas forcément une équipe totalement pour contrôler. On avait Goguenard par exemple qui a contrôlé pour la Lidl Trek. C'est pour vous dire que quand on commence à demander à Goguenard de contrôler un sprint, c'est qu'il n'y avait pas grand monde en tant qu'équipier. Mais ça s'est fait de manière très linéaire pour Godon et Vandramé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se mettre devant, ils ont fait leur effort, et puis ça a été un sprint, c'est très facile pour eux. Alors physiquement non, parce qu'il a fallu faire l'effort, mais en termes de placement, en termes de stratégie, ça n'a pas été compliqué aujourd'hui. Ils se sont placés vraiment au bon moment, et puis après derrière, ils ont fait leur effort, ils avaient une marge. Donc je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus bagarre. Là, il n'y a pas eu vraiment de bagarre en fait. Godon était au-dessus du lot avec Vandramé. Vermersch, je pourrais pas aller le chercher. Alors il faudra quand même faire attention. Vermersch, Menton, c'était assez chaud entre les deux. Il y a même Menton qui s'est un petit peu énervé contre
Gianni Vermeersch, Milan Menton, mais il n'est pas déclassé. Donc je pense qu'à partir de maintenant où il n'est pas déclassé, il est 19h, je pense que le résultat final sera conservé, mais c'était quand même chaud. Il y a Vermeersch qui envoie un petit peu dans les balustrades Menton. Il y a aussi Thibaut Gruel qui se décale un petit peu du côté de son sprint, mais qui n'a pas vraiment gêné ses adversaires, mais il se décale un petit peu. Mais voilà, ça a été un sprint plutôt très facile en fait pour Dorian Godon. Il n'y a pas eu vraiment de réelle opposition en fait à Dorian Godon. Ça m'a rappelé presque les fois où Greipel, Cavendish étaient totalement au-dessus du lot. Et là, Godon, Van Dramé, ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Donc belle victoire. Et puis, leader du classement général du côté de Dorian Godon, devant Vermeersch et Julien Lafilippe qui reste troisième à 9 secondes. Alors demain ça devrait être plus compliqué pour ces coureurs-là parce que l'étape va être plus difficile. On aura les leaders qui vont se battre, mais voilà, c'est bien pour Dorian Godon. Il aura le maillot pendant un jour, ça veut dire des points UCI. Parce que sur les courses World Tour, quand vous prenez le maillot de leader, eh bien vous avez des points UCI. Alors c'est 10 points UCI, vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais plus c'est 60 points du jour, eh bien ça fait 70 points UCI. Si on rajoute les 40 points de Van Dramé, eh bien 70 plus 40 égale 110 points, le compte est bon. Des chiffres et des lettres également sur la chaîne, donc c'est pas mal pour une journée de course sur une épreuve comme le Tour de Romandie. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Decathlon G2R, encore une fois, Dorian Godon, vainqueur aujourd'hui, qui fait le coup double. Dorian Godon qui avait... que j'attendais un peu mieux sur l'Amstel. Moi, je le voyais comme l'un des favoris de l'Amstel. Alors, son début de saison n'est pas du tout catastrophique, mais c'est vrai que sur les classiques ardennaises, sur l'Amstel, je l'attendais mieux. Il a fait la Flèche Wallonne, il a fini 8ème. Il n'a pas participé à Liège. Il n'a pas fait l'enchaînement des trois, parce qu'il y avait aussi Félix Gall. Donc, c'était peut-être pas l'idée du siècle d'envoyer Félix Gall. C'est vrai que c'est un grand gabarit quand même, Dorian Godon. Donc, il fait 1m90, 73 kg. Donc, peut-être que sur Liège, avec le dénivelé positif, on s'est dit ça allait être compliqué avec la longueur de certaines montées. Mais oui, je m'attendais à mieux. Sur la Flèche Wallonne, sur l'Amstel, pardon, j'en avais même parlé sur le Tour de Catalogne. J'avais dû parler avec Paul Lapera. Il avait fait du bon boulot, deuxième à Barcelone, sur l'étape de Barcelone, à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'il a fait une pause quand même d'une bonne quinzaine, de 3 semaines, quasiment de pause avant la Flèche Brabançonne. Ça lui a peut-être coûté un petit peu. On a l'impression que là, il arrive en forme. Parce qu'il avait fait déjà un bon prologue, qu'il arrive en forme, mais en fait trop tard par rapport à l'Amstel. C'est arrivé un petit peu en décalé sur son état de forme. Mais on va voir ce que ça va donner sur le Tour de Romandie. Aujourd'hui, il s'est imposé. Il y aura encore une étape dimanche qui sera plutôt facile. L'étape autour de Vernier, qui ne sera pas une étape très compliquée. Autour de Vernier, on sera sur du 1600 mètres de dénivelé positif. Donc ça correspondra également à Dorian Godon. Et là aujourd'hui, oui, les qualités physiques, il était au-dessus. Il était au-dessus du lot aujourd'hui. Pourtant, Gianni Vermeersch, lui aussi, il est en forme. Il a fait un très bon Paris-Roubaix notamment, mais il n'a pas été en mesure du tout de rivaliser avec Dorian Godon et Milan Menton non plus. Alors certes, ils ont été bien placés, ils font leur effort au bon moment. Malgré tout, il a fait un super sprint, Dorian Godon. Parce que Menton, même s'il est moins fort, je dirais, que sur certaines années, ça reste quand même un sacré sprinter. Milan Menton, c'est un profil sprinter. Vermeersch, donc, c'est un profil bon sur Roubaix. Après, derrière, Asgreen, moins convaincu. Mais oui, il a fait du très bon travail aujourd'hui. C'est une très belle victoire. Première victoire en World Tour du côté de Dorian Godon, parce que oui, la Brabançonne, c'est une Pro Series. J'avais un doute. Quand je me suis dit, c'est peut-être une erreur de Patrick Chassé, parce que la Flèche Brabançonne lui dit, est-ce que la Flèche Brabançonne, elle est World Tour? J'avais ce doute-là, est-ce que c'est World Tour ou Pro Series? Je me suis dit, avec Patrick Chassé, je me méfie quand même, parce que des fois, il y a des... Là, par exemple, c'est... il dit que c'est... Pas Vauclin... c'est pas Vauclin, c'est Venturini, voilà. Il dit c'est Venturini qui est derrière Van Dramé. Enfin, qui est à la place de Van Dramé. Alors Venturini, on l'a quand même vu avec le maillot d'Arkea depuis le début de saison.
C'est quand même mi-avril, bien tassé, mi-avril bien tassé, donc bon, j'ai quand même c'est-à-dire que ça commence à faire beaucoup les erreurs de Patrick Chassé depuis le début de saison. Si on les compte, on doit être au moins à une bonne vingtaine. Bon, voilà, je veux bien qu'il soit sympathique, mais là il y a beaucoup trop d'erreurs depuis 2 ans. C'est-à-dire que l'objectif quand même c'est-à-dire que vous avez le consultant et vous avez le journaliste sportif. Le journaliste sportif, normalement, il est journaliste sportif. Voilà. Donc journaliste, ça veut dire un moment de vérification d'informations. On ne balance pas n'importe quelle ânerie en direct. Quand vous êtes commentateur sportif, de base, vous êtes journaliste. Vous faites commentateur sportif, mais de base, vous êtes journaliste sportif. Donc, vous devez apporter un minimum d'informations de qualité et surtout d'informations, pas de conneries, quoi. Quand vous raconterez, surtout sur ce qui se passe, quand vous racontez des conneries sur ce qui se passe, c'est un peu problématique. Ça commence à faire beaucoup quand même du côté de Patrick Chassé. Mais Dorian Godon, c'est une belle victoire. Voilà. Et puis je suis content parce que c'est vrai que Tour de Catalogne, il est battu par Pogacar, mais pour pas grand chose. Donc voilà, première victoire en World Tour. Puis c'est bien avec Dorian Godon, c'est que c'est un coureur qui est arrivé à maturité tardivement. C'est vrai que la Flèche Brabançonne a été, je pense, un gros déclic pour lui, mais c'est vrai que c'est un coureur qui était pas mal sur les courses gérées type Coupe de France, dans sa première partie de carrière, notamment chez AG2R, chez Cofidis. C'est un coureur qui était performant sur ce type d'épreuve-là, mais qui sur les grosses épreuves avait du mal un petit peu à passer un cap, à part en partant en échappée, mais sur des sprints massifs, sur des arrivées massives, il avait un petit peu de mal sur les grandes épreuves. Je pense vraiment que sa victoire sur la Flèche Brabançonne lui a fait beaucoup de bien et il lui a démontré qu'il pouvait battre les meilleurs, qu'il pouvait aller chercher des belles courses. Et là, il le confirme, donc c'est bien. Je pense que ça a débloqué quelque chose et c'est vrai que depuis l'année dernière, il y a vraiment des très très bons résultats et on voit 26-27 ans. Tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, comme je dis toujours, tout le monde n'est pas Tadej Pogacar, des coureurs qui mettent un peu plus de temps à arriver à maturité. Paul Lapera à 24 ans aussi, hein. C'est vrai qu'avant cette année, Paul Lapera c'était beaucoup plus calme. On pourrait presque dire même à Alex Baudin sur le début de saison. Oui, des fois il faut un petit peu de temps, il faut 3, 4. Lui, il lui a fallu depuis stagiaire depuis août 2016 chez Cofidis, donc vraiment professionnel août 2016. Donc depuis août 2016 jusqu'à 2023, voilà, hein. Ça fait donc 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Donc voilà, hein, on est sur du 6 ans et demi, 7 ans pour arriver vraiment à maturité. Donc on voit que parfois il faut du temps. Et je compte encore avec mes doigts, hein. Ça, c'est quand il est 19h, passer une journée un peu fatigante, voilà. Mais oui, ça a été une belle journée, voilà, pour Dorian Godon. Donc content pour lui. Et puis encore une fois, ça continue du côté de Decathlon avec Van Dramé qui fait 2. 11e victoire, dont la 3e en World Tour quand même, hein, pour Decathlon. C'est bien mieux que la plupart des saisons. Je voulais vérifier même, c'est depuis Decathlon, c'est depuis quelle année où ils n'ont pas gagné autant? Parce que vraiment, ça doit remonter quand même un petit 2021, 12 victoires, 2022, 11 victoires. Et en gros, 2019, ils étaient à 14. Voilà. Mais en fin d'année, hein, là, on est 24 avril. Et leur saison avec le plus de victoires, c'est 98, 61 victoires. Alors déjà, il y avait quelques chaudières dans l'équipe à ce moment-là. Et puis, tu avais un grand sprinter qui était Kersipou, qui gagnait des victoires par pelleté. Tu avais Bornberger aussi. Tu avais pas mal de coureurs. À l'époque de Casino, donc c'était leur meilleure saison, c'était 98 en termes de nombre de victoires. Sinon, ils tournaient, si on prend depuis 2010, la meilleure saison c'est 2015 avec 24 victoires, hein. Donc on va peut-être aller taquiner ce chiffre-là, parce que si on prend vraiment l'époque AG2R, la meilleure saison c'est 27, depuis qu'AG2R est sponsor principal, c'est 2003 avec 27 victoires. À l'époque, il y avait aussi Estarloa dans cette formation. Il y avait aussi du monde. On poursuit du côté des coureurs top avec Govkar. Alors oui, j'ai pas mis Vermeersch ni Menton, parce que pour moi, Vermeersch au niveau du sprint, c'est ça traînasse, quoi. C'est pas propre. Et puis Menton, quatrième. Bon.
l'adversité n'était pas si énorme que ça, donc je trouve pas ça si exceptionnel que ça du côté de la Lotto Destiny, mais il se fait gêner par Jedi Vermeersch. Non, je voulais mettre Govkar. C'est dommage, il est mal placé lui. Quand Godon accélère, il est très loin. Il finit fort dans les 100 derniers mètres, mais il est un peu loin. Govkar, alors après, il a dû se débrouiller seul. Du côté de la Bahreïn, Victorious, on lui avait mis personne avec lui. C'est un coureur sur lequel on mise du côté de la Bahreïn, parce qu'il a quand même un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est un beau contrat pour un coureur comme ça qui n'a pas eu forcément pour le moment des grands résultats dans sa carrière. Cette année, une victoire sur le Tour d'Antalya, l'étape numéro 2. Sinon, là, c'est son deuxième top 10 de la saison. En 2023, 3 top 10 sur la Crow Race. Il a souvent un rôle d'équipier également. Un top 10 également sur le Dauphiné. Et un top 10 sur l'UAE Tour. Donc ouais, c'est assez rare du côté des coureurs, des équipes comme ça, de miser autant sur un coureur de ce type-là. Mais c'est un coureur qui a été au championnat du monde espoir 9e, juste derrière Paul Penwet, l'année où Fedorov s'impose. Mais c'est pas si exceptionnel que ça, quoi, au niveau de son palmarès pour le moment. Donc c'est une étape du Tour de Burgos également en 2022, alors qu'il venait d'arriver dans l'équipe. Mais ça reste un palmarès assez modeste du côté du Slovène. Mais là, sur la fin de son sprint, c'était vraiment pas mal. Donc dommage, pas très bien placé. Peut-être que dimanche, il y aura peut-être une deuxième opportunité pour des coureurs rapides. Et s'il est mieux lancé, Govkar, mieux placé, ça peut peut-être le faire. J'ai bien aimé la fin de son sprint. C'est pour ça que je le mets du côté des tops de cette journée. Et puis que Menten, Vermeersch, ça m'embêtait un petit peu de les mettre. Voilà, tout simplement. Je termine avec un coureur qui a été très présent dans le final et dans la journée en passant, c'est Patrick Gamper. Belle journée encore de Patrick Gamper, il a été dans l'échappée sur le Tour des Alpes, on en avait parlé du côté de Stan, où il avait pris la deuxième place. Ça a dû lui faire du bien, parce que là aujourd'hui, 152 km d'échappée, et puis remuant Patrick Gamper, mais très très remuant pendant toute cette journée. On l'a vu 150 fois à l'attaque, tenter des choses. C'était assez impressionnant ce qu'il a fait Patrick Gamper sur cette journée. Donc ouais, non, c'était vraiment pas mal. Lui qui participera mercredi prochain à une classique World Tour, la Hirschborn Frankfurt, la classique, l'une des classiques pour sprinter, l'une des grandes classiques allemandes. On fera peut-être le débrief de cette épreuve, la Hirschborn Frankfurt. Pour tout vous dire, j'ai dû en voir une ou deux éditions, alors pas plus, du côté de cette épreuve. Donc ouais, c'est une course que je ne connais pas énormément. On aura Mozzato par exemple au départ. Luca Mozzato, Axel Zingler, Christophe Barreschkel, Aaron Bourou. Qui en aura d'autres, Bennett également sur cette course. Donc Caleb Ewan aussi qui sera là. Donc il y aura peut-être des belles opportunités pour certains sprinters. Là, il y aura de quoi faire. Donc voilà, Patrick Gamper, belle journée à l'avant de la course. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Et puis peut-être que c'est vrai que sa belle performance sur le Tour des Alpes lui a redonné de la confiance. Lui a redonné envie un petit peu de repartir à l'avant. C'est un coureur encore une fois aussi qui est en fin de contrat, donc c'est vrai que c'est un coureur qui jusqu'à maintenant n'a pas forcément eu de grands résultats dans sa carrière chez les professionnels. Donc c'est vrai qu'il a 27 ans, donc bientôt 28, 28 l'année prochaine, 27 ans depuis le mois de février. Donc c'est vrai que c'est un âge où il faut, quand on n'a pas eu de résultats, c'est compliqué pour se vendre à d'autres équipes. Et si Bora, avec l'arrivée de Red Bull, n'a peut-être pas forcément envie de le renouveler, a peut-être envie de miser sur d'autres coureurs, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour Gamper, donc il faut se montrer. En plus, du côté de l'Autriche, on a perdu quelques coureurs quand même, qui sont descendus en continental. Je pense à Pernsteiner, je pense aussi à Postelberger,
Donc tu vois, Postelberger, il doit avoir 2 ans de plus. Hein. Il doit avoir 29 ans, donc c'est vrai que c'est un âge où ouais, il faut vous montrer parce qu'on peut vous oublier très vite. Et donc c'est important pour un coureur de ce type-là de se montrer, de dire et coucou les mecs en World Tour ou en deuxième division, je suis là. Parce que pour éviter de redescendre en continental, où on sait que le continental c'est jamais évident, que ça soit au niveau des conditions d'entraînement, mais au niveau des salaires aussi, c'est pas toujours facile. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour. Certains vont dire, mais t'es super sévère. Quel grand fou. J'ai mis Julien Alaphilippe. Pourquoi j'ai mis Julien Alaphilippe? La première attaque, encore, je peux la comprendre. La première attaque, quand il part dans la montée, je me dis déjà, bon, il a envie de se tester. Je pense que Julien, il est en manque de confiance, très clairement. Donc, il a envie de se tester. Il peut se dire, oh, peut-être qu'après mon attaque, ça peut se regarder un petit peu. Bon, il peut peut-être faire un écart. Bon, il fait un effort à ce moment-là, pas vraiment de 40 secondes. Je pense que du côté de Sial Guimard, on a un petit peu... un petit peu large au niveau des comptes. Je pense qu'il fait un effort de 20-25 secondes. Allez, du côté de Julien Alaphilippe, donc il voit que l'écart se fait pas. Bon, il est sur la portion la plus difficile de la montée. Donc à partir de ce moment-là, faut se concentrer sur le sprint. Voilà, il faut se concentrer sur le sprint du côté de Julien Alaphilippe. Soit c'est lui qui fait le sprint, soit il essaye de placer Casper Asgreen. Ça peut être aussi une stratégie. Il refait une deuxième attaque. Là, cette deuxième attaque-là, il a fait en plus sur un petit faux plat montant. On était plutôt bien organisé derrière. Celle-là, pour moi, elle est pas très intelligente, cette attaque-là. Surtout qu'il a fait donc, à 6 km de l'arrivée. Donc encore à 10 bornes, tu peux te dire, il reste 12-13 minutes d'effort. Donc tu peux peut-être tenter de te refaire la cerise. Bon, à 6 km de l'arrivée, là c'est mort. Hein. Quand tu fais une attaque comme ça, en plus l'attaque est quand même plutôt longue là cette fois-ci. Donc là il s'est complètement cramé à ce moment-là. Du côté de Julien Alaphilippe. Donc c'est dommage. Alors lui il a dit en interview à l'arrivée, on misait sur un sprint pour Casper Asgreen. C'est là où je te mets bonnet d'âne parce que si on misait sur un sprint pour Casper Asgreen, il voit que la première attaque ne marche pas. Ensuite, il doit rouler pour Casper Asgreen. Il doit essayer de passer Casper Asgreen. Sauf que devant Asgreen, il n'y a pas grand monde pour l'aider. Et surtout, il n'y a pas Julien Alaphilippe. Je trouve ça aussi surprenant en termes de stratégie, de la part de l'équipe Soudal Quick-Step, c'est de dire que Casper Asgreen, sprint massif. Alors, je sais bien qu'une fois, il a battu Mathieu Van Der Poel dans un sprint à 2, et qu'il a remporté un sprint en petit comité face à Campenart sur le Tour de France. Je ne sais plus qui d'autre il y avait dans cette échappée. De 4. Mais déjà le lendemain, il se fait battre par Mohoric, par exemple. Donc je suis assez sur un sprint où Mohoric, je ne suis pas sûr qu'il ait déclenché au bon moment en plus ce jour-là. Je pense qu'il déclenche peut-être un peu tard. Donc je me dis, putain, miser sur Asgreen du côté de Soudal Quick-Step, c'est couillu. C'est-à-dire que miser soit sur Asgreen ou sur Alaphilippe, moi, j'aurais plutôt misé sur Alaphilippe dans l'idée où Asgreen, il pouvait pas aller chercher le maillot. Alaphilippe, il avait plus de chances d'aller potentiellement aller chercher le maillot jaune que Casper Asgreen. Enfin, le maillot jaune, le maillot leader, que Casper Asgreen. Donc je me dis, là, il y a une erreur, je pense, stratégique de la part de Soudal Quick-Step. Parce que Asgreen, au sprint, il n'est pas plus rapide que Julien Alaphilippe. Voilà. Donc moi, j'aurais mis Julien Alaphilippe. Après, c'est peut-être parce qu'on disait, Julien Alaphilippe, il va peut-être pas prendre de risque dans le final. Mais regarde le final, il est très rectiligne. C'est pas très technique, le final qu'on a eu aujourd'hui. Donc je pense que il n'y avait pas de virage à 90 degrés. Par rapport à hier, c'était beaucoup plus facile techniquement sur cette journée. Donc je me dis, du côté de cette équipe, on a peut-être mal joué tactiquement. Et puis je me dis, de toute manière, si c'était Asgreen vraiment le leader, Julien Alaphilippe, en termes d'équipier, il n'a pas eu un rôle si important que ça non plus. Donc c'est pour ça que je mets bonnet d'âne Julien Alaphilippe, parce que je me dis, bon, déjà la deuxième attaque, pour moi, elle n'est pas très finote en termes de tactique. Et puis ensuite, si tu devais faire l'équipier pour Asgreen, tu fais qu'une attaque, t'en fais pas deux. Ensuite, tu essayes de placer Asgreen. Et le fait qu'il ait fait cette deuxième attaque, ça lui a pas permis de bosser pour Casper Asgreen. Donc c'est pour ça que je le mets en bonnet d'âne. Deuxième bonnet d'âne, eh bien Nice, le coureur belge de l'équipe
de l'équipe Lidl Trek. Alors je crois que je prononce mal, hein, Thibaut Nice, qui est le fils de Sven Nice. Mais ce que je peux dire, c'est que Pierre Roland prononce pareil que moi. C'est un côté berrichon. Voilà, on n'arrive pas à prononcer certains noms belges. Du côté donc de... Enfin, berrichon, du côté du centre, parce que lui, il est né à Gien. Pas le Berry, Gien. Thibaut Nice, Lidl Trek. Mais c'est un berrichon d'adoption comme moi. Techniquement, parce que je suis pas né dans le Berry. Mais du côté de Thibaut Nice, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué sur cette étape pour lui, parce que Ciccone roule, Tao Geoghegan roule dans le final. J'ai vu aussi Mosca. Donc c'est-à-dire que vraiment l'équipe s'est dépouillée pour lui, et à l'arrivée il fait 13e. Et je me dis quand même qu'il y avait mieux à faire pour le coureur belge, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans l'emballage final, hein, quand vous êtes 13e sur une étape du Tour de Romandie. Bon, c'est pas 13e d'une étape du Tour de France. Surtout aujourd'hui, il n'y avait pas une opposition qui était si grande que ça. Par exemple, vous voyez, un Thibaut Gruel fait 9e. Donc il y avait vraiment de quoi mieux faire du côté de Thibaut Nice, donc il est passé à côté. Moi, j'en faisais quand même mon favori, hein, sur cette journée. Et quand j'ai vu la Lidl Trek rouler, je me suis dit, bon, c'est plutôt pas mal. En plus, je vois Geoghegan dans le final, donc je me dis, voilà, on a gardé quand même un coureur dans le final pour aider Thibaut Nice. Et sauf que il n'est pas dans la route du tout de Geoghegan à ce moment-là, et je pense que ça a été une grosse erreur. Après, le problème de Thibaut Nice, c'est que c'est aussi un coureur qui ne reprend que sur ce Tour de Romandie. C'est un coureur qui a fait une longue saison de cyclocross cette année, où il a été jusqu'au championnat du monde, sans avoir forcément de grands résultats au championnat du monde. Il avait commencé en octobre, hein, donc il a fait vraiment la saison complète, hein, 22 jours de course, hein, de cyclocross, donc c'est assez important. Et donc il a repris que là, parce qu'il a pris ses vacances à ce moment-là de l'année. Et là je me dis, c'est peut-être le problème, quoi, hein, parce qu'un prologue ça vous remet pas vraiment dans le coup du rythme du peloton. Surtout, ça ne vous met pas dans les automatismes d'un peloton, parce que vous roulez seul dans un prologue. Déjà hier, son prologue, il fait 18e. Sur la fin, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal. Il a du mal à finir son prologue. C'était peut-être pas déjà très rassurant. Mais bon, je me disais, là, c'est vraiment son jour de reprise. Là, aujourd'hui, on voit très clairement le fait de reprendre très tardivement, c'est pas simple. Parce que les coureurs, eux, ils ont des jours de course, ils ont les automatismes, ils ont tout qui est en place. Et toi, tu viens de reprendre. Donc t'as pas remis de dossard depuis... il avait fini quand sa saison 2023? Il avait fini tôt en plus. Ouais, il avait fini en septembre. Donc le 16 septembre, il reprend le 23 avril. Voilà, donc ça fait quand même octobre, novembre, décembre, plus 4 mois de l'autre côté. Donc ça fait quasiment 7 mois sans courir dans un peloton sur route. Je pense que ça a été compliqué à gérer pour lui. Et là, il est passé... à côté sur ce sprint, tout simplement. Donc il aura dimanche comme opportunité. Et puis ensuite, ça sera Eschborn-Francfort, Tour de Hongrie, Tour de Norvège. Il a un gros mois de mai, gros mois de juin. Hein, ça aussi, c'est le problème. Quand vous êtes dans la situation de Thibaut Nice, qu'il faut remettre la machine en route, vous êtes obligé de courir énormément. Objectif, Bretagne classique et Tour de Wallonie. C'est vrai que c'est un coureur qu'on protège énormément, hein, pour le moment chez Lidl Trek. C'est-à-dire que c'est un coureur qui n'a pas fait de classique, qui n'a pas fait de grand tour aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu comme Van Aert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Van Aert au tout début, quand il était dans son équipe de deuxième division. On le mettait pas sur toutes les épreuves, on le mettait pas sur toutes les grosses courses, et il est resté pendant très longtemps en deuxième division à pas vouloir monter forcément avant le Tour parce qu'il se sentait peut-être pas en mesure d'aller chercher les grandes courses classiques World Tour. Et Thibaut Nice, Lidl Trek l'a certes recruté très vite, mais tu sens que du côté de Lidl Trek on veut un petit peu le façonner. Et on va certes l'emmener sur des classiques World Tour, mais qui ne sont pas les plus grandes classiques World Tour du calendrier, hein, Bretagne classique et Eschborn-Francfort, et on va l'emmener sur le Tour de Suisse. Mais l'idée est vraiment de le protéger pour le moment, de ne pas lui mettre trop de pression sur les épaules. Troisième flop du jour, j'ai décidé de mettre Dunbar. Il finit à 10 minutes aujourd'hui à Dunbar. Alors, il y a Lutsenko aussi qui a abandonné parmi les leaders du général.
Mais ça fait loin quoi. Pour Dunbar, surtout que on est quand même pas très loin du Giro. Normalement, il doit faire le Giro, Eddie Dunbar. Donc c'est vrai que là, ça commence à être très inquiétant parce que il n'arrive pas à retrouver le rythme, tout simplement. On se disait sur le Tour du Pays Basque, oui, mais il fait encore Romandie et Tour d'Italie, et puis sur le Tour du Pays Basque, il revenait d'une chute sur l'UAE Tour, mais pour le moment, depuis cette chute sur l'UAE Tour, même sur le début de saison, meilleur résultat, c'est une 38e place pour Eddie Dunbar. Donc après sa saison 2023 qui était plutôt pas mal, notamment cette 7e place sur le Giro qui était intéressante, là il n'a pas réussi à remettre la machine en route. On a du mal à comprendre pourquoi. Il y a eu... comprendre pourquoi. Si, on comprend pourquoi, mais c'était quand même que fracture du poignet, je crois, me rappeler. Je vais regarder, maintenant les blessures sont mieux mises à jour. C'était fracture de la main, voilà, à 2 reprises. Donc c'est ça qui est assez surprenant, c'est que fracture de la main, c'est pas non plus la plus douloureuse, enfin c'est pas le truc le plus contraignant, douloureux aussi, c'est une fracture, mais c'est pas le truc le plus contraignant pour un coureur cycliste. Par exemple, il peut faire du home trainer avec une fracture de la main. Il peut faire beaucoup de home trainer, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il est autant en retard, j'ai l'impression, en termes de préparation physique, parce que quand vous finissez à 10 minutes sur une étape comme aujourd'hui à 2600 mètres de dénivelé positif, mais où l'étape s'est déroulée, on va dire, certes vent d'eau, mais il n'y a pas eu non plus des grands coups de vis sur cette journée, je me dis quand même que c'est pas très rassurant pour le Giro, et je pense qu'on peut déjà éliminer Eddie Dunbar de la liste peut-être des prétendants à un top 10 ou au moins un top 5 pour le prochain Giro, parce que je le vois mal réussir à rectifier le tir d'ici une semaine. Ça me semble compliqué, enfin d'ici une dizaine de jours du côté d'Eddie Dunbar. Et puis je termine, dernier flop avec Oldani, là aussi un coureur qui finit loin, Stefano Oldani. Normalement c'est des coureurs, c'est un coureur qui sur ce type d'arrivée était pas mal l'année dernière. Là il a 17 minutes aujourd'hui, Oldani, il finit à 149e, pas du tout dans le coup, là aussi c'est surprenant. Coureur qui chez Alpecin était pas mal, et moi je me disais c'est un coureur à qui on donne pas suffisamment les clés du camion, comme je parlais de ça de Christophe Laporte. Voilà, ça faisait partie des coureurs où je pense chez Alpecin il était un peu barré aussi, parce que il y avait un peu trop de monde devant lui, mais je me disais Cofidis, certes il y a Coquard, mais en dehors de Coquard il aura des opportunités, Stefano Oldani, sauf que pour le moment Oldani, là aussi c'est vraiment le calme plat. Meilleur résultat, 8e place à 16 Salines, 5e de la Ruta de la Ceramica, ça c'était au mois de janvier. Depuis le mois de janvier c'était ses meilleurs résultats. Si on prend les résultats depuis le 28 janvier, là il n'y a pas un top 10 pour le moment à se mettre sous la dent. Donc c'est assez inquiétant, là aussi, pour un coureur qui va faire enchaînement de Giro Tour de France. Je me dis, il va falloir se réveiller, parce que pour le moment, c'est extrêmement calme. Alors j'ai envie de dire que l'année dernière, Tour d'Andalousie, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, il n'avait pas fait mieux que 17e. Donc là aussi, c'était pas fantastique. Et ensuite, on l'avait vraiment beaucoup vu sur le Tour d'Italie. Mais là, pour le moment, c'est très très calme pour Oldani. Et puis c'est vrai qu'il arrive dans une structure qui n'est pas au mieux en ce moment. Donc forcément, c'est pas facile il a la pression sur les épaules, Oldani. Mais finir quand même à 17 minutes, je me dis qu'il y a un problème physique aussi du côté d'Oldani. C'est pas très rassurant à 10 jours du prochain Tour d'Italie. Allez, on regarde tout de suite l'étape de demain. Étape numéro 2, on part de Fribourg pour aller à Salvan-les-Marcottes. Étape de 171 km, et vous voyez, c'est une étape qui est en majorité plate en début de parcours. Et puis sur la fin, on aura 2 belles côtes de deuxième catégorie, arrivées au sommet, donc du côté de Salvan-les-Marcottes. Un sprint intermédiaire à Enner, deuxième sprint à Vernaya. Je rappelle qu'il n'y a pas de seconde de bonification sur ces sprints intermédiaires. Et puis on va regarder donc cette première montée, donc les Mosses, 12 km 800 à 4,2% de moyenne, côte de deuxième catégorie.
On le voit, c'est une côte de deuxième catégorie gentinette. Alors certes, on sera quand même à 1400 mètres, donc s'il fait encore froid, les conditions climatiques vont être difficiles, mais on s'aperçoit qu'il y a 5-6 km compliqués, enfin compliqués, on est entre 6 et 7%, mais c'est 5-6 km où il y a vraiment de la pente. Le reste, c'est très plat, hein. Le reste, c'est pas vraiment enfin, c'est du plat ou faux plat montant. Donc, c'est vraiment sur 6 km que ça va vraiment se passer. On redescend à 400 mètres. Donc, il y aura une longue descente parce qu'on passe de 1400 à 400 mètres d'altitude. Et puis donc le final, donc avec cette montée des Marocottes, c'est vraiment là où on aura les explications entre leaders, entre coureurs qui veulent jouer le général. Et donc là on voit, c'est pas si facile que ça, hein, cette montée des Marocottes. Alors déjà vous avez les 600 derniers mètres à 10,7%. Donc ça va faire mal. Et puis surtout, entre 4 et 5 km de montée, eh bien, vous avez ce passage à 10,2%. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on attaque là. Parce que je pense que c'est là où c'est intéressant. On est là, à ce passage-là, par exemple, on est à 4 km de l'arrivée, 3-4 km de l'arrivée. Là, c'est pas mal pour ensuite faire la différence. Donc ça peut être là, véritablement, où il faut faire la différence. Voilà, 3 km 500, 3 km de l'arrivée. Parce qu'ensuite, certes, on a ce passage-là à 5,6%, mais le final est encore très pentu. Donc, ouais, si on est costaud, faut commencer à partir là. Surtout qu'avant, on aura quand même eu entre 7 et, on va dire 6,3 et 7,3%. Donc, des pentes qui sont pas mal. Surtout que sur les routes suisses, il faut faire attention parce qu'il y a très peu de virages dans les montées. On est sur des routes qui sont très larges, normalement, je ne sais pas si c'est le cas sur cette montée, mais normalement on est sur les infrastructures routières en Suisse sont quand même plutôt larges, donc on a l'impression qu'on n'avance pas, dès qu'il y a 10%, on n'avance pas, donc ça peut être compliqué, ça veut dire que c'est du 10% sans virage ou avec peu de virage, ça veut dire que c'est du costaud, hein, du côté de sa montée des Marocottes. Bon, on verra ça demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.